Alors, est-ce que c'est... Donc, bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas pour ceux qui sont en train de se connecter, hein, de mettre dans le chat, voilà, de bien montrer que vous êtes là parmi nous. Puisqu'effectivement, on ne voit que les personnes qui interviennent, hein, donc les autres personnes qui se sont inscrites et qui participent, on ne vous voit pas, hein, et vous n'avez pas de micro activé. Alors, on vous propose d'attendre quelques minutes, hein, encore avant de commencer. En tout cas, bonjour à tous, hein, à ceux qui sont là depuis le début et à ceux qui nous ont rejoints. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous propose plutôt d'utiliser le chat pour dire bonjour, voilà, ou bienvenue, et plutôt de garder ce qu'on appelle Q et R, donc pour questions et réponses, pour le temps qu'on aura à la fin. Il y a un temps d'échange qui est prévu. Voilà, utilisez plutôt pour le chat, pour les échanges informels, à moins que vous n'ayez pas accès au chat directement, vous peut-être. Parce que moi, j'y ai accès, mais je vois que... Toi, tu peux, mais je pense qu'ils ne peuvent pas accéder. Ah, ben, de toute façon, on va plutôt privilégier. Là, normalement, c'est bon. Alors, a priori, maintenant, vous pouvez... Informel, n'hésitez pas donc plutôt à utiliser le chat. En tout cas, bien, on va attendre quelques minutes, hein, puisque vous étiez plus de 200 inscrits. Voilà, on n'est pas encore à la moitié, on va attendre encore un petit peu. Donc, a priori, pour l'instant, ça va bien. Pas de souci particulier à part le chat qui était désactivé, mais maintenant, c'est résolu. Qui a géré. Dans Lyon. Vu qu'il y avait des gens aussi de Franche-Comté. Néda, pardon. À la Nièvre aussi, hein, on a des personnes de l'Immeuble d'Arc-en-Ciel. Voilà, ben, bienvenue à vous aussi. Bienvenue à tout le monde, hein, bienvenue à la PCE de la Nièvre, PCPE de Sens. On a aussi des gens d'Héricourt, donc plutôt Franche-Comté. France Handicap 90, Nièvre du Breuil. Alors, ça stagne un petit peu au niveau des connexions. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être on va commencer. Euh, Puisque pour l'instant, on est toujours à 77. Je ne vois pas forcément de nouvelles connexions. Donc, je vous propose peut-être de commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, au deuxième webinaire de la Fédération TND. Donc, la Fédération TND, pour rappel, elle réunit un certain nombre de centres de référence au sein du CHU de Dijon-Bourgogne. Donc, vous avez la plateforme Expertise Maladies Rares, vous avez le Centre Ressources Autisme de Bourgogne, vous avez le centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, vous avez le centre de référence Anomalies du développement et syndrome malformatif, vous avez Défi Bourgogne, vous avez le centre de référence déficience intellectuelle de cause rare, Génopsy, qui a rejoint également la fédération. Donc, il y a eu en mars dernier un premier webinaire qui concernait la présentation de la fédération et les différents centres qui composent cette fédération. Et aujourd'hui, on est au deuxième webinaire qui va être consacré au TSA, donc au trouble du spectre de l'autisme, et qui va être animé par le CRA Bourgogne.
Pour rappel, le premier webinaire et celui-là d'aujourd'hui sont disponibles. Celui d'aujourd'hui va être disponible prochainement en replay sur la chaîne YouTube de la plateforme Expertise Maladie Rare. De toute façon, vous recevrez un mail avec le diaporama et puis l'accès direct pour accéder au replay. Même ceux qui ne sont pas aujourd'hui là, mais qui étaient inscrits, ils auront également accès. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est un webinaire dédié au TSA. Donc, TSA, de quoi parle-t-on? Alors, ça va se découper en plusieurs temps. On va vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que le TSA. Donc, c'est Lucie Duclou, qui est psychologue et chargée de mission référente deuxième ligne au CRA, qui va faire cette présentation et qui enchaînera aussi un temps sur le parcours le parcours diagnostic au sein du CRA. Et puis on aura Madame Caillé, qui est également, que vous voyez en visio, qui est une maman d'un adolescent qui est venu au CER en termes de parcours diag. Donc on lui a soumis quelques questions. Donc elle pourra apporter également son témoignage. Donc encore merci à elle d'avoir accepté de témoigner lors de ce webinaire. Et puis on aura un temps d'échange de 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Donc, pour ce temps de questions-réponses, moi, je vais veiller, si vous avez des questions à nous soumettre, ça sera dans l'onglet questions et réponses, donc Q et R. On essaiera d'y répondre au mieux à la fin, pendant ce temps d'échange. Et puis, on fera une ouverture, notamment, vous présenter notamment le centre ressources documentaires et puis quelques ressources complémentaires pour aller plus loin. Juste aussi pour une petite précision, dans le cadre de ce webinaire qui dure qu'1 heure, on n'abordera pas forcément le côté accompagnement et prise en charge du TSA. Sachez que ça, c'est le deuxième webinaire. Il y en a d'autres qui seront programmés. On annoncera également le troisième webinaire en fin de webinaire qui est prévu au mois de novembre. Donc voilà, on annoncera aussi le prochain webinaire. Mais voilà, le côté accompagnement ne sera pas abordé aujourd'hui, mais pourra l'être dans d'autres webinaires, peut-être en 2025 ou plus tard. Voilà. On a plein d'idées à vous soumettre. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Donc, je vous rappelle, questions et réponses dans la rubrique Q et R. Et on essaiera d'y répondre au mieux au cours du webinaire. Voilà, je vous souhaite tous un bon webinaire. Et puis, je laisse la parole à ma collègue Lucie Duclou. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, Lucie Duclou, moi, je suis effectivement psychologue et chargée de mission sur la référence des acteurs de deuxième ligne, donc les professionnels qui font du diagnostic de deuxième ligne en dehors du CRA. Et donc, on va parler un petit peu de TSA. Alors, évidemment, on va devoir être concis, on va devoir aller à l'essentiel parce que nous n'avons que peu de temps ce midi. Donc, de façon succincte, on va faire le tour du TSA, faire le tour des particularités. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous renseigner soit par le biais des formations qu'on propose, notre centre de doc, ou de tout autre organisme de qualité, sans aucun doute. Alors, aujourd'hui, on parle de TSA pour trouble du spectre de l'autisme, qui est un terme assez générique qui englobe différents termes que vous pouviez retrouver avant sous le terme d'autisme, syndrome d'Asperger et autres. Et donc, cet acronyme va remplacer celui de TED, qui était pour trouble envahissant du développement. Donc, le trouble du spectre de l'autisme est déjà une catégorie plus importante et qui lui-même s'inclut dans une grande famille qui est celle des troubles du neurodéveloppement. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement, vous allez retrouver les troubles du développement intellectuel précédemment appelés la déficience intellectuelle. Donc, vous allez voir qu'il y a tout un tas de mises à jour dans les termes techniques. Les troubles de la communication écrite, orale, donc anciennement la dysphasie par exemple. Les troubles spécifiques des apprentissages, les TSAP, donc tous les quelque chose, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Les troubles moteurs, donc tels que le trouble du développement de la coordination, anciennement la dyspraxie. Le fameux TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis d'autres TND plus ou moins spécifiés. Donc vous voyez que cette grande famille, on est plutôt sur des cousins, des frontières assez poreuses. C'est pour ça qu'il est assez rare d'avoir juste un TSA.
bien souvent, vous allez constater dans votre expérience personnelle ou professionnelle que vous avez entendu parler d'un tel qui a une dyslexie et une dysorthographie, un TDAH et un TSA et une déficience, un trouble du développement intellectuel, pardon. Donc souvent, il y a des troubles qui sont associés les uns aux autres parce qu'on a un certain nombre de mécanismes qui sont similaires. Donc on est vraiment plus sur des frontières, fermées, mais sur quelque chose de beaucoup plus, poreux. En termes de données, on parle aujourd'hui, donc le consensus international, parle de 700 000 personnes atteintes d'autisme ou en tout cas concernées par l'autisme, je préfère, en France. 3 garçons pour une fille, c'est des choses qui ont tendance à bouger, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Et donc on est sur environ 1 à 2 de la population pour l'autisme et un peu plus pour les autres TND. Un des chiffres un petit peu moins drôle, est celui des hospitalisations en psychiatrie parce qu'on sait le manque cruel de structures adaptées, le manque parfois de connaissances, techniques, théoriques, de certains professionnels. Et donc, même si l'autisme ne dispense de rien, donc on peut bien évidemment être hospitalisé pour un risque suicidaire avec de l'autisme, néanmoins, il y a un certain nombre de personnes qui sont hospitalisées parce que les comportements peuvent être problématiques et sont difficiles à, gérer de manière adéquate à d'autres endroits. Les critères diagnostiques de l'autisme, si vous étiez familier avec la notion de TED, de trouble envahissant du développement, vous avez entendu parler, de la triade. Aujourd'hui, on va parler de dyade, c'est-à-dire que la communication et les interactions sociales qui étaient auparavant dissociées dans 2 catégories sont maintenant rapprochées dans une seule, puisqu'on se rend bien compte que interaction et communication sont 2 domaines tout à fait indissociables. Donc dans la première catégorie, le critère A, on va trouver, un déficit de communication non verbale, un défaut de réciprocité sociale et un défaut de compréhension, de maintien des relations sociales, que je détaillerai un petit peu plus après. Le critère B, c'est ce qu'on appelle le caractère restreint, répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Dans cette, catégorie B, on va retrouver les intérêts restreints, les fameux, les intérêts qui peuvent être restreints, voire envahissants, des comportements répétitifs et stéréotypés, une résistance au changement et, très important, les particularités sensorielles. Si on veut détailler un petit peu plus, dans ce critère A, dans le déficit en communication et interaction sociale, on peut observer des personnes qui vont avoir une apparente indifférence au monde qui les entoure, qui semblent ne pas être très intéressées par les autres, manquer de spontanéité pour initier des relations sociales, ainsi préférer jouer plutôt seul, qu'en groupe, ou bien présenter des particularités au niveau de l'approche sociale, c'est-à-dire un contact visuel qui peut être assez pauvre, qui peut être mal modulé ou un peu étrange. Mais attention, on est bien d'accord qu'un contact visuel absent ou mal modulé ne suffit pas à parler d'autisme. On peut retrouver également des particularités en termes de communication, telles qu'une difficulté à faire la conversation, à respecter le tour de parole, ou bien des monologues pour parler de choses qui les intéressent, avec la difficulté de s'adapter à l'autre. Des difficultés à s'adapter aux codes sociaux. Qu'est-ce qui se fait, ne se fait pas avec telle ou telle personne, dans tel ou tel contexte. Des difficultés à partager l'attention, à attirer l'attention, partager du plaisir. Ou bien encore des particularités dans le langage. Une prosodie particulière. Donc la prosodie, c'est la mélodie du langage. Donc une prosodie un peu monotone, un peu mal modulée. Ou bien de l'écholalie. Donc le fait de répéter ce qu'on a entendu immédiatement, ou bien des dialogues de dessins animés, ça c'est un grand classique également, des phrases hors contexte, des difficultés à comprendre tout ce qui n'est pas dit, l'implicite, les expressions imagées, le sarcasme, difficultés que la personne avec autisme va présenter dans sa être très flagrant, c'est ce qui va favoriser un diagnostic précoce, fait que le diagnostic peut passer un petit peu à travers les mailles du filet au fil des années. Le caractère restreint, répétitif des comportements, des intérêts, des activités. Donc le fait d'agiter les mains un peu comme un battement d'ailes qui arrive souvent, soit positive ou négative. Parfois de l'automutilation, donc le fait qu'on comprend pas bien pourquoi les choses changent et c'est très instabilisant, déstabilisant.
On peut également observer une manière particulière d'utiliser les objets, les aligner, les empiler, se concentrer sur un petit détail, ne pas les utiliser de manière fonctionnelle ou ne pas savoir en détourner leur fonction, donc une absence de jeu symbolique. Et ce qui impacte également l'imagination, le fait de savoir jouer tous des petits personnages, de faire semblant, etc. Pour l'âge, passion, trou de serrure, bouche d'égout ou horloge comptoise. Les panneaux de circulation, les sorties d'autoroute, ou bien des choses plus adaptées, mais vraiment très, très envahissantes, comme le foot, les animaux, les planètes, les dinosaures, etc. Dans l'autisme, on utilise très souvent la métaphore de l'iceberg pour essayer d'illustrer le fait qu'on voit tous ces comportements un peu atypiques, un peu bizarres, un peu étranges. Et si on voit tout ce qu'on voit, c'est parce que dessous, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui sont la pensée autistique, qui sont toutes les particularités sensorielles, cognitives, les etc. Et donc, j'ai pas moins des 7 sens, parce qu'on n'en a pas 5, mais 7. C'est le fait de certaines sensations au niveau visuel, auditif, gustatif, tactile, le sens de l'équilibre, proprioceptif, donc au niveau de la perception interne du corps. Ou trop fort ou pas assez fort, le comportement, expliquer un petit peu tous ces comportements bizarres qu'on n'explique pas toujours. On va retrouver ce qu'on appelle un déficit. Vous êtes a priori capable de percevoir que cet éléphant est constitué de différents éléments, des bûches de bois, une corde, un serpent, etc. Mais vous êtes capable de privilégier le tout à la partie. La personne avec autisme, ou en tout cas avec une mauvaise cohérence centrale, aura beaucoup de mal à percevoir l'éléphant et percevra davantage les détails qu'il compose. Donc ça peut être une force de d'abord percevoir les petits, être une difficulté dans l'adaptation au quotidien, notamment sous l'acronyme TOM, pour théorie de l'esprit en anglais. C'est le fait de pouvoir se décentrer de sa propre perception et se dire que l'autre pense différemment. L'autre a une perception, un avis, une croyance différente de la nôtre. Donc de penser que quelqu'un pense à quelque chose, voire même que quelqu'un pense que l'autre pense à quelque chose. Ce qui va nous permettre dans les relations sociales, l'empathie, la compassion, se mettre à la place de quelqu'un, mais également essayer de convaincre, de rallier quelqu'un à notre cause, etc., etc. Donc de comprendre comment réagit quelqu'un par rapport à un contexte. Donc la cohérence centrale et la théorie de l'esprit sont très utiles pour varier les attitudes, les adapter en fonction des contextes. Et vous vous doutez bien que quand ça marche pas bien, le comportement, il est forcément pas toujours adapté. Et alors, un gros mot, quelles les fonctions exécutives? C'est assez simple, c'est plus simple que ça n'y paraît, c'est simplement le chef d'orchestre dans votre cerveau qui vous permet de vous adapter à des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution toute prête. Dans ces fonctions exécutives, on va trouver l'initiation, donc l'initiative, l'organisation, donner des priorités, savoir par quoi on commence, élaborer quand quelque chose ne fonctionne pas. Le fait de réalisation, gérer les imprévus. La mémoire de travail, donc cette petite type, et l'inhibition qui permet de filtrer les paroles, les informations non pertinentes et filtrer notre propre comportement. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais concentrez-vous en tant qu'entourage, en tant que professionnel, c'est surtout ce à quoi on est confronté. Créative, il fait rien sans qu'on lui demande. L'impulsivité, il coupe la parole, il se précipite, il prend les objets des mains des autres. Durable, comme une journée à l'école, soit devant un film, soit il y a du brouhaha autour. Changer de stratégie, si j'arrive à 18h à la boulangerie et qu'il n'y a plus de pain, comment est-ce que je fais? Une difficulté à s'organiser, donc ça risque de venir souvent à l'école. Il commence pas par le bon exercice, son cartable est toujours en désordre, il oublie des affaires. Oublier son objectif, j'arrive dans la cuisine, mais qu'est-ce que j'étais venue faire déjà? Des difficultés à gérer plusieurs informations, voire des consignes multiples, ou bien une information auditive et visuelle. Je peux pas prendre des notes pendant que le prof parle. Je peux pas regarder ce qu'il écrit pendant que mon camarade me parle. Et le fait de ne pas apprendre de ses erreurs, de répéter très souvent les mêmes erreurs, les mêmes difficultés. Il y a un trou dans la cour, 10 fois, il va tomber dedans, il va trébucher dedans, sans penser à la 11e à faire le tour. Donc ça paraît un peu caricatural, mais c'est pour que vous compreniez bien, c'est évidemment plus ou moins marqué selon les personnes, et c'est pas uniquement spécifique de l'autisme, on retrouve également les fonctions exécutives en difficulté dans le TDAH, par exemple.
On parle de spectre de l'autisme, mais plus qu'un spectre avec un bout et un autre bout, deux extrémités, on va plutôt préférer quelque chose de circulaire parce que les variations se jouent à plein de niveaux simultanés. C'est-à-dire que on a des causes génétiques de l'autisme, on le sait désormais. Il n'est plus question d'incriminer les mamans. C'est-à-dire que on a 200 gènes environ qui sont identifiés, qui sont plus ou moins exprimés. Parfois, la génétique ne trouve rien, certes, mais on est sur une héritabilité de 70%. C'est-à-dire que c'est pas héréditaire à 100%, mais quand il y a un autiste dans la famille, il y a de plus fortes chances qu'il y en ait d'autres, que les enfants de cette personne aient de l'autisme, etc., etc. On a des causes TSA, TND qui sont très semblables. Donc, on n'a pas encore la possibilité de dire c'est ça qui fait de l'autisme. Il y a des choses qui sont un peu plus souvent exprimées, mais par exemple, on a toutes les causes environnementales, tout ce à quoi la maman, alors c'est pas de sa faute, mais elle est impliquée quand même, ce à quoi elle va être exposée pendant la grossesse. Le valproate, c'est les antiépileptiques, la dépakine, c'est bien connu maintenant pour être très très en lien avec l'autisme. Les polluants, les toxiques, la santé et l'âge des parents. Parce qu'il n'y a pas que l'âge des mamans qui rentre en compte, et l'âge des papas aussi. On a également un profil hétérogène, ça, quel que soit le profil, le niveau intellectuel, on a quelque chose qui est avec des fortes hétérogénéités. Selon que la personne ait du langage ou pas, de la communication ou pas, ça va influencer son profil. Donc, c'est pour ça que maintenant, on demande de préciser TSA avec ou sans trouble du langage associé, avec ou sans déficience intellectuelle, enfin, trouble du développement intellectuel associé. On ne dit plus Asperger, même si ça parle dans le jargon de beaucoup de monde. On a dans tous les cas une apparition dans la petite enfance, même si le diagnostic a été tardif, on ne devient pas autiste. Néanmoins, on peut passer à travers les mailles du filet, soit parce que la personne a une bonne intelligence et a su s'adapter de la bonne manière au fil de sa vie, et elle devient plus en difficulté quand les exigences de l'environnement augmentent, mais également en fonction du niveau intellectuel et des compétences d'adaptation. Donc, c'est pas parce qu'on a une déficience intellectuelle qu'on aura un autisme sévère et inversement. Par rapport au genre, c'est une question qui revient souvent. On sait maintenant que chez les filles, l'autisme est beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger, beaucoup plus discret parce qu'on a moins de comportements externalisés, donc tournés vers l'extérieur, moins de troubles du comportement, plus de dépression par exemple, et des intérêts qui sont davantage conformes à ce qu'on attend de la société. Il est moins atypique d'être passionné des chevaux pour une fille que d'être passionné des trous de serrure pour un garçon, si je caricature. Et dernière chose, on a évidemment, je reviens sur le langage de la communication, un gros impact, c'est-à-dire que moins il y a de communication, qu'elle soit verbale ou augmentée, alternative, avec ce qu'on appelle la CAA, plus vous avez de risques d'avoir des troubles du comportement. Donc les troubles du comportement n'appartiennent pas à l'autisme, mais ils ont de plus forts risques d'apparaître si la communication n'est pas bonne, puisque ça sera la seule communication disponible. Et donc évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'autisme ne dispense de rien. On peut donc cumuler de l'autisme, un autre TND, des troubles 10, des comorbidités somatiques, psychiatriques, des handicaps sensoriels, etc. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce qu'on peut dire de l'autisme en 15 minutes. J'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations. Et on va pouvoir passer ensuite au parcours diagnostic, qui est le même, normalement, partout en France, puisque ça a été harmonisé, subtilité locale, en fonction qu'on soit indépendant. Mais théoriquement, qui sont en bas de l'écran et que vous pouvez télécharger sur le site du GNCRA et du CRA Bourgogne. On a un parcours qui est structuré en tâches, c'est tous les interlocuteurs de l'enfant ou de la personne qui sont là, l'orthophoniste parce qu'il y a eu un problème de langage, professionnels de crèche, de petite enfance, etc. Eux vont pouvoir repérer et à un moment donné, ah tiens, le développement de cet enfant m'inquiète parce que quelque chose. Ensuite, cette première ligne va pouvoir adresser une consultation dédiée de dépit spécialisé qui va pouvoir valider les inquiétudes. Soit c'est très simple. Et donc, on peut dire, voilà, il y a quand même une très forte suspicion que ce soit de l'autisme. On peut également envoyer à la deuxième ligne qui est pouvoir faire une évaluation pluridisciplinaire dans le but de poser un diagnostic. Et alors, en théorie, même s'il peut y avoir des subtilités locales, encore une fois,
Les CMP, donc les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, les EDAP, équipes diagnostic d'autisme de proximité, très souvent inclus dans les CAMS, les centres d'action médico-spéciale précoce. Les centres médico-psychopédagogiques, les CMPP, doivent pouvoir évaluer le fonctionnement de la personne et pouvoir éventuellement poser un diagnostic. Et on trouve également les libéraux qui sont coordonnés, à l'instar de Pluradis en Bourgogne-Franche-Comté. Avoir des diagnostics qui sont faits par des professionnels qui se coordonnent, notamment via la PCO, la plateforme de coordination d'orientation, qui va se trouver à mi-chemin et qui va pouvoir coordonner le diagnostic, en tout cas le parcours diagnostique d'un enfant de 0 à 7 ans, voire jusqu'à 12 ans en Côte d'Or et prochainement dans d'autres départements. Mais évidemment, c'est seulement sur une petite tranche d'âge. Et alors, quand on s'en sort pas, quand malgré tout ça, on n'y voit pas assez clair, ou pour voilà, d'autres raisons, on peut adresser à la troisième ligne lorsqu'on est en situation complexe, donc le CRA, mais sur d'autres situations qui composent la fédération, se pencher sur la situation en fonction de différents critères. Et donc voilà, la PCO à cheval entre première et deuxième ligne. Donc, il n'est plus question, comme il était le cas il y a quelques années, d'orienter au CRA dès lors qu'on se pose la question de l'autisme. Il y a une suspicion d'autisme, allez donc voir au CRA. C'est plus vrai maintenant, puisque on doit répondre à des critères de complexité, des critères d'adressage qui sont nationaux, qu'on n'a pas du tout inventés, qui peuvent concerner le profil clinique de la personne, un diagnostic complexe, des pathologies intriquées, des comorbidités, ou bien des professionnels qui ne sont pas d'accord. Un grand classique, psychose infantile versus TSA. Qui dit vrai. La complexité en regard au profil de la personne, une situation familiale complexe, des conflits entre les parents ou entre les parents et les professionnels, ou bien des situations d'urgence. Ou encore des particularités, voire des absences, des insuffisances dans le parcours, des ruptures de soins, etc. Donc ces critères, ils peuvent être tous remplis dans une seule catégorie ou un petit peu remplis dans toutes les catégories. Dans tous les cas, il faut pouvoir s'appuyer sur ce genre de critères pour orienter au CRA. Alors, c'est un petit peu gros, mais je vais vous zoomer. Le parcours diagnostic au CRA, pour vous expliquer un petit peu en toute transparence comment ça fonctionne. Une fois que la personne contacte, ou la famille contacte le CRA, on reçoit la demande, on vérifie que les critères d'adressage sont bien respectés. Si oui, une fois que le dossier est reçu, complété, renvoyé, il passe en commission médicale. S'il est retenu, alors il passe en liste d'attente avec ou sans critères de priorité. Et dans tous les cas, il y aura une assistante sociale, référente de parcours, qui interviendra pour soutenir la famille sur qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend ou qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas pris. C'est-à-dire que le dossier a été non retenu, il a été réorienté parce que peut-être qu'il ne répond pas vraiment à tous les critères ou qu'on peut faire d'autres choses. Donc, il y a déjà un appui pour ne pas laisser la famille et l'usager tout seul dans la nature. Et au moment de l'évaluation, elle va se faire en 1 ou 2 temps. Dans un premier temps, on va coupler et une évaluation en situation d'intérêt. Évidemment, ça dure un peu plus longtemps avec les adultes, il y a plus de parcours de vie, des évaluations supplémentaires, orthophoniste, ergo, psychomote, etc. Si ça n'a pas été fait par ailleurs, l'usager et ou de sa famille selon son âge, à l'écrit, et puis un petit coup de téléphone pour vérifier que tout a ce qu'il faut faire le point sur des démarches, etc. Et avec l'accord de la famille, les écrits sont être transmis à des professionnels partenaires si, par exemple, la personne est déjà suivie. On ne fait pas que de croire, c'est-à-dire que c'est une de nos missions, mais pas seulement. Pouvoir recueillir les questions, recueillir les interrogations du public, vers qui je peux me diriger, je cherche du répit, je cherche ceci ou cela. Le diagnostic et l'évaluation, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en troisième ligne et qu'on est tout à fait disponible pour les autres professionnels pour pouvoir. Alors, j'ai du mal à interpréter les résultats du test professionnel en libéral. Notamment, par exemple, le conseil et l'expertise, on peut également, ce qui peut être fait. La formation, les formations dites intra, mais également pour les proches aidants.
De l'information et de la documentation, on en dira un petit mot tout à l'heure, de vous tenir au courant, une doctorante en psycho en ce moment qui travaille recherche plutôt nationale. Je vous invite à aller vous renseigner sur la cohorte. On anime des réseaux. Alors, il y a 4 réseaux départements et Lyon, mais on a également des réseaux thématiques. C'est moi de nouveau. Le réseau également Autisme et Emploi. Et on a des réseaux plutôt par profession, le réseau des orthophonistes et des psychomotriciens. Donc, ce qu'on peut faire, je vais laisser à Madame Keillé Saint-Jean qui a très gentiment accepté de nous témoigner son fils. Alors, Merci. est-ce que tout va bien de votre côté? Oui. Moi, je vous entends pas. Est-ce Ah, que c'est bon? Si on vous entend pas, ça va être un peu embêtant. oui. Là, vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on peut refaire un Moi, test? je vous entends bien, en tout cas. Ah, je vois vos lèvres qui bougent. Alors, apparemment, on les entend, sauf moi. Bon, je ne parlerai pas. Je vais pas la lumière, sinon. Allez-y, Madame Caillé. Oui? Tu peux couper ton micro. Non, mais non, c'est moi qui. Non, bah non, c'est moi qui coupe. Ok. Les signes que vous avez repérés chez votre fils. À nous questionner à la maternelle parce que Guillaume ne jouait jumelles. Il n'allait pas vers les autres ou par le biais de raconter jamais d'histoire. Il jouait qu'avec des mots, par exemple, le camion de pompier, il allait jouer qu'avec l'échelle, allait jouer qu'avec le pont-levis, le monter, le descendre. Donc, ça nous a pas mal interpellés. On nous demandait toujours dès le matin au réveil quel allait être le programme de la journée de l'imprévu. Donc, on s'est questionné un petit peu. Et est-ce que, donc là, j'entends que les premières interrogations ont été à la maternelle. Et est-ce qu'il y a des Alors, pas vraiment. En fait, il y avait eu une rituelle de je ne sais plus combien de mois avec notre temps. Ce jour-là, il n'avait pas accroché plutôt la lumière du arrivé qu'une fois. Et puis, rentrer à l'école, que là, à nouveau, on a eu des où ça pourrait être compliqué avec les autres. Comment on a pu un peu commencer à se poser des. D'accord. Donc Mais vous, au vous niveau de étiez la l'éducation première. nationale, souvent ce que j'entendais, c'était que j'étais une maman anxieuse, on entend que oui, mais tu es une maman anxieuse. On me disait, mais peut-être tu vois de la pathologie partout. Longtemps finalement pour lancer que là, 2 ans avant que vous soyez orienté vers quelqu'un ou avant que vous puissiez vous faire les démarches? en fait, on en a reparlé avec notre médecin traitant qui nous a dit imaginer un premier bilan neuropsychologique pour essayer de mettre un peu d'objectivité dans tout ça, voir ce qui se passait un peu plus compris 5 ans. Avec un bilan ergothérapie, il se plaignait de crampes. Et c'est comme ça que ont été déjà posés finalement en premier les diagnostics de dysgraphie et de dyspraxie avant que mis en avant en tout premier lieu. Poursuivi le parcours diagnostique dans la foulée. Eh bien, difficulté affective avec le divorce. 8 ans, là, c'est l'école qui nous a alertés en disant, mais sans regarder non plus. Et puis, ce qui complexifie, c'est que son meilleur ami, de la maternelle jusque dans toute sa scolarité jusqu'au lycée finalement, était un acteur d'un trouble de spectre autistique. Et donc, pareil, on sentit, il faisait des mouvements avec les mains quand il avait certes lui, qu'est-ce qui pouvait venir d'un mimétisme aussi avec son camarade, qui lui est parti sur la piste d'un haut potentiel, d'une anxiété sociale, sans pouvoir complètement conclure nos évaluations. On s'est orienté vers un CMP. Guillaume se plaignait qu'on lui faisait faire beaucoup de dessins et compte tenu de sa dysgraphie. Quand on a voulu avoir un Covid est arrivé, donc de là, Guillaume n'a pas souhaité reprendre. On n'a pas lâché. On voyait aussi des troubles de l'attention, mais on nous répondait qu'il ne pouvait pas avoir de troubles de l'attention parce que, et lui, assez rapidement, a posé la question de autistique et nous orienter vers le CRA de Dijon avec une première aussi prise de sang génétique, un panel
qui, au bout de plusieurs mois, hein, presque un an, est reactive. Et on attendait pendant ce laps de temps au CRA. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont ça s'est déroulé au CRA? Beaucoup d'attentes parce que, voilà, on se disait après tout ce parcours, à 13 ans, quand il voit le il a 13 ans, quand on se disait, bon, bah, peut-être enfin on va avoir des réponses. Et déjà, notre premier rendez-vous multidisciplinaire qui était prévu, le fait d'alterner des rendez-vous en qualité de parents, avec les 2 parents aussi, on s'est sentis entendus, écoutés. Guillaume a été, il a vu tout l'intérêt qu'on portait, aux difficultés qu'il pouvait avoir, mais aussi à ses forces, pas que ses difficultés. Donc ça a été vraiment déjà une première surprise. Et puis on s'attendait à repartir, ça n'a pas été le cas, puisqu'on nous a dit que à la suite des bilans, il y avait des symptômes, voilà, et qui n'étaient pas forcément en lien avec un trouble du spectre autistique. Donc on a été orienté vers un neuropédiatre, et puis avec une demande d'IRM cérébrale pour exclure autre chose. Donc là, pareil, compliqué. Guillaume, porteur d'un appareil dentaire, donc constructif, parce que le neuropédiatre a procédé à une action très précise, a pris en compte ses troubles de l'endormissement, donc apnée du sommeil, et puis un traitement à base de mélatonine, attendant une deuxième évaluation par le CRA. Évaluation est arrivée il y a peu de temps, hein, c'était au mois d'avril. Et là, bon, le diagnostic a été posé, mais pas que justement le trouble de spectre de l'autisme. Il y a eu aussi le TDAH qui a été soulevé, les difficultés praxiques, le trouble anxieux aussi, qui effectivement était là depuis qu'il était tout petit et qui a pu masquer des choses pour d'autres professionnels. Donc finalement, cette attente, elle a été très constructive pour nous. Et est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire ce que ça a pu apporter, ce diagnostic, que ce soit tant pour Guillaume que pour vous, peut-être l'entourage? Ah bah, pour Guillaume, ça a été très clair, même si c'est toujours un moment, c'est une étape, hein, quand les choses sont posées, même quand on se doute des choses de quelques années. Mais Guillaume a été soulagé, en fait, parce que enfin, il y avait des mots de poser sur ce qu'il pouvait ressentir, traverser, que là, il serait plus question d'entendre dire, parce qu'il avait pu l'entendre au sein de la famille, qu'il pouvait pas être autiste parce qu'il n'était pas débile. Pas qu'il faisait pas d'efforts, c'est pas qu'il le faisait exprès. Donc ça, pour lui, ça a été très important. Pour nous, en tant que parents, pareil, de pouvoir avoir une légitimité dans ce qu'on avait pu soulever, de se dire que bah, c'est pas dans notre tête et que oui, peut-être qu'il n'y a pas des choses qui se voient de manière précise parce que c'était complexe dans le cas de Guillaume, mais bah, il y avait bien des choses qui étaient là. Donc ça aussi, c'est un soulagement aussi pour nous. Et puis, puisqu'on était à un moment de sa scolarité, hein, l'entrée au lycée, où on remettait en cause au niveau des professeurs l'utilité d'une AESH, parce que pour eux, c'était des aménagements de confort. Oui, Guillaume, il avait des troubles des interactions, mais qu'à côté de ça, au niveau scolaire, on ne voyait pas trop l'intérêt. Comme disait son professeur de mathématiques, il en avait sous le pied, donc le début de l'année scolaire. Il y a eu une chute des résultats d'orientation scolaire, hein, puisqu'on a commencé à vouloir lui fermer des portes. Donc, ces diagnostics tombent, ils sont arrivés à point nommé pour pouvoir mettre des choses, l'accompagnement adapté. Et puis, ce que le CRA nous a apporté aussi, c'est sur des associations, des réseaux, et pour aujourd'hui, mais aussi pour plus tard. Voilà, quand il sera professionnel ou même pour son orientation, voilà. C'est vraiment une globalité qui nous a permis de nous sentir accompagnés. Eh ben, merci beaucoup, c'est une réponse très complète. Je vous remercie encore de votre témoignage. Effectivement, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un cas complexe, avec malheureusement certes un parcours assez long pour le diagnostic, mais c'est vrai que on a effectivement les signes. Est-ce que c'est imputable à l'une ou l'autre chose? Jusque-là, merci encore. Bah, Je merci. propose aux participants de pouvoir prendre. Il nous reste encore un petit peu de temps pour quelques échanges. Et la boîte questions-réponses, si ça fonctionne, vous aurez de façon
global si possible, pas le temps de se pencher sur des situations individuelles, vous vous en doutez bien. Le CRA peut-il être un appui pour une orientation vers un service spécialisé? Vous entendez un IME? A priori, pas forcément. On peut comprendre l'autisme, former, se sensibiliser, etc. Mais on ne peut pas être le garant d'une entrée dans un service ou dans un autre. C'est pas parce qu'on aura dit qu'il faut qu'il aille là qu'il ira là. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Pour Madame Keyet, avec un homonyme d'ailleurs dans le... Alors, à partir de quel âge, alors je vois la question, mais je l'ai par ma collègue, à partir de quel âge est-ce qu'on peut parler d'autisme? On a le droit de poser un diagnostic très tôt. J'ai travaillé avec c'est 18 mois normalement d'âge de développement, c'est-à-dire global. Ça va être plus compliqué. Diagnostic nosographique, qu'on en ait un ou qu'on n'en ait pas, il doit pouvoir y avoir un diagnostic. Si le point d'appel, c'est que l'enfant a 3 ans, il n'y a pas de langage, on fait un parcours coordonné, on va voir la PCO. Qu'on sache ou pas comment ça s'appelle, son trouble, il est isme dans la région, il n'y a pas de réseau à propos des psychologues qui sont connaisseurs, voire très connaisseurs en autisme. On a les coordonnées de ceux avec lesquels on collabore le plus souvent. On a notre petit annuaire, on va dire, interne, qu'on n'a malheureusement pas le droit de diffuser. Il n'y a pas de réseau comme Pluradis, par exemple, les professionnels les uns avec les autres. La question de Hirschfi, est-il possible que la déficience intellectuelle puisse être plus atteinte de TSA sans outil de communication? Et est-ce qu'on peut... est-il possible que la déficience intellectuelle puisse être plus... avant, dans les anciennes classifications, et donc c'était le diagnostic qu'il y avait en avant-plan. Donc il est possible qu'ils ont une déficience assez importante que des personnes avec TSA sans outil de com. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la communication, de travailler en LSF, en langue des signes française, avec une personne avec des personnes qui n'oralisent pas, mais pas pour une question de surdité, également des personnes qui sont souvent non-verbales, non-oralisantes, auraient des moyens de communication alternatifs, que ce soit des gestes, des images, des pictos, des tablettes, voilà, tout ce que vous voulez. Plus ça permettra à la personne de comprendre ce qu'on attend d'elle, de solution de troubles du comportement, et ça garantira son autonomie. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors, on peut révéler l'avancée du trouble? Oui, c'est-à-dire qu'on reste autiste. Des prises en charge, la sévérité peut diminuer. Un autisme bien costaud parce que il y a encore rien eu de fait. On va avoir un parcours d'accompagnement pluridisciplinaire, constater que la sévérité aura diminué. Donc, on ne doute parce qu'il est toujours malade, c'est pas ça la question. Mais par contre, on peut réévaluer la sévérité, tout comme il est tout à fait conseillé par les recommandations de bonne pratique qu'au niveau fonctionnel, on réévalue tous les 5 ans. Donc, au niveau, par exemple, des compétences d'adaptation, au niveau du langage, soit tous les 5 ans, soit moins en fonction des besoins. Typiquement, au moment du passage primaire, collège, sortie de lycée, ou en tout cas ou équivalent, passage d'IME à EAM, de réévaluer les compétences, ça c'est tout à fait conseillé. Alors, la capacité à maintenir le regard, c'est effectivement un point intéressant, mais pas uniquement. C'est-à-dire que on a déjà entendu des raccourcis de type il peut pas être autiste, il regarde dans les yeux. Donc, un tout petit. Si vous travaillez avec des petits, un enfant qui ne maintient pas le regard, ça peut être un enfant qui ne voit pas bien. Donc, dans le parcours diagnostic, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans les différentes lignes, il est, et ça la PCO, si vous passez par la PCO, vous aideront là-dessus, il est d'avoir une consultation spécialisée, de s'assurer que l'enfant voit bien. En tout cas, dans les hors enfance, parce que genre vous travaillez à Pôle emploi, si vous avez un usager qui ne vous regarde pas, ça peut être notamment chez les grands anxieux, l'anxiété sociale, par exemple. Personne qui, alors, on va même pas parler de troubles neurovisuels, parce que si vous voyez pas, on peut avoir chez l'anxiété sociale un défaut de maintien du regard. Alors,
pour vous, c'est comme pour une évaluation de première intention. Enfin, on fait appel au CRH et ça répond à des critères de complexité. Il dépend plus du GAMS parce qu'il est trop grand. Ça sera intéressant qui le suit ou les professionnels libéraux qui le suivent pour faire une réévaluation. Si ça répond à des critères de complexité chez nous, mais dites-vous que la réévaluation, il faut qu'elle ait un sens. Si c'est de la réévaluation du TSA, parce que oui, des fois, on se trompe. Des fois, petit, ça et qui voyait moins à l'époque, et on peut revenir sur le diagnostic très présent dans l'enfance. On s'est préoccupé du TDA, un peu calmé, et ben il y a l'autisme qui ressort de plus belle plus tard. Donc ça dépend des critères d'appel de complexité. Existe-t-il des statistiques sur la répartition des... Dans des secteurs qui ne nécessitent pas trop de complexité, beaucoup, ou alors sur ça, sans parler des entreprises adaptées. Ou après, les dispositifs d'accompagnement spécifiques, vous avez tous moins mon rayon. Je vous invite du coup à vous rapprocher du réseau Autisme et Emploi, qui justement forme l'emploi accompagné, etc. Un professionnel de santé peut solliciter le CRA ou Pluralis. Alors, si c'est à titre d'info, oui, tout à fait, vous pouvez regarder, est-ce qu'on est sur de la complexité, est-ce que ça relève plutôt, évidemment, ça dépend de l'âge. Si c'est moins de 7 ans, voire moins de 12 ans, effectivement, c'est là que souvent ça devient compliqué de savoir vers qui on se tourne, qui sont plus ou moins bien dotés. On sait que les déserts médicaux manquent de tout, et voir sur les départements limitrophes. Une corrélation entre trouble de l'attachement et TSA. Ah, ça si. Vous prenez des tout petits, vous prenez social à l'enfance. Très souvent, faire la entre un trouble de l'attachement et de l'autisme, ben, c'est pas toujours simple. Parce qu'en plus, on peut cumuler. Évidemment, parents inadaptés, un défaut d'éducation, ça fait des dommages. Ça fait pas forcément complètement de l'autisme. C'est-à-dire que un enfant qui a juste attachement, si on le retire du milieu inadéquat et qu'on le met dans un milieu plus stimulant, plus bienveillant, plus adéquat, il rattrape son retard. Il va mieux. Il y a des choses qui vont rester. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, un enfant dont on ne s'occupe pas, et c'est bien là le problème avec l'historique français, avec ce qu'on appelle d'hospitalisme, qu'on peut retrouver dans les théories de manière régulière, mais c'est tout, vont se replier sur eux-mêmes. Les enfants, c'est scientifiquement prouvé, ont besoin d'interaction. Et donc, s'il n'y a pas... Dernière question, et puis après, on va se diriger vers la fin. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, donc on peut peut-être enchaîner. Oui, alors s'il n'y a pas de questions. Alors, simplement pour... parce que je pense que Mme Keillet, il y a le ressources documentaires. Donc, dans le document que vous recevrez, vous aurez accès à distance au catalogue de toutes les ressources qui sont... vous pouvez emprunter, consulter, télécharger facilement. Donc, vous recevez tous les mois à la fois les nouveaux de toutes les actualités régionales et à destination des petites images, notre CRD, qui est en accès libre, évidemment, professionnel, étudiant. Sur rendez-vous de lui demander des choses plus en particulier. On vous a mentalité, parcours MDPA, en ligne, tranquillement. Je laisse Sandrine annoncer. Voilà. Donc, le prochain webinaire par le Centre de référence des troubles du langage. Alors, je n'ai pas vu, je pense, d'autres webinaires, donc je viens de vous le dire. Voilà, et on vous souhaite bonne journée à tous.